Et bienvenue dans Pas le temps de jouer, l'épisode numéro 8, l'épisode spécial de Noël, hein. C'est la fête des cadeaux, donc Pas le temps de jouer, c'est la même chose, c'est le podcast pour l'exploration du backlog. On revient sur les jeux qu'on n'a jamais eu le temps de jouer. Je suis avec mon acolyte Bruno, comment tu vas ? Très bien, toujours, au Ça café. va ? Au café ? Ah d'accord, donc c'est toujours le podcast du café et de la tisane. Oui. On va essayer de pas prendre l'air du tranquille quand même. Écoute, c'est Noël, donc on va faire un épisode un petit peu particulier sans qu'il soit vraiment particulier. Ce mois-ci, tu vas nous parler de Subnautica, je crois bien. Oui, parce que je l'ai enfin fini. Voilà, Et c'était pas facile, hein, apparemment. 2 ans. C'est bien, non, mais j'y joue aussi, donc du coup, on va pouvoir peut-être pas mal échanger sur le sujet. Je sais qu'on a des avis assez différents, donc ça va peut-être être intéressant. Moi, pour ma part, je vais revenir sur la trilogie Tomb Raider, hein, la nouvelle, hein, pas ceux des années 2000. Hein. Ouais, j'en ai fait la moitié, moi. Voilà, donc moi j'ai pas fini le dernier, moi j'en reparlerai tout à l'heure. Et puis surtout, dans la dernière rubrique, hein, nos recos, coups de cœur, etc., finalement on va renommer ça un peu la rubrique à part ça, puisque la dernière fois on a fait un gros débat sur Stadia, donc vu que c'est un peu un fourre-tout, ça sera peut-être pas plus mal comme ça. Oui. Bon écoute, je te propose qu'on commence, c'est parti. Alors Bruno, tu vas nous parler d'un jeu aquatique, donc Subnautica. Subnautica. Alors, Subnautica, c'est un jeu qui a été développé par un studio californien qui s'appelle Unknown. C'était leur deuxième gros jeu, après Natural Selection, qui était un FPS réseau asymétrique. Non, c'est pas le sujet, donc j'en parlerai pas plus, qui avait l'air sympa. Et c'est un jeu qui est souvent cité en exemple comme un early access réussi, au même titre que d'autres, parce que ils ont vraiment planifié leur mise à jour, ils étaient hyper cohérents avec la communauté, et vraiment ils les informaient toujours. C'est un gros point ça d'ailleurs, il faut le noter, c'est qu'ils bossaient beaucoup avec la communauté et ils prenaient beaucoup les retours. Oui, ils prenaient beaucoup les retours, et d'ailleurs c'est ce que je disais, c'est au début du jeu, quand j'ai vu un reportage sur sa genèse, tu vois que même eux savaient pas où ils allaient, et c'est par les retours qu'ils ont construit au fait leur produit final. C'est assez intéressant à voir. Mais la proposition initiale du jeu, c'était un bac à sable de survie, ce qui était à la mode quand l'Early Access est sorti, et en mode aquatique avec un écosystème extraterrestre. Alors ça, moi, c'est les tilts, tu vois, tu me mets sous l'eau avec un écosystème extraterrestre, c'est mon kink, j'adore ça. Ah ouais, c'est vraiment un truc que j'adore. Et donc c'était un jeu qui me faisait de l'œil depuis très très longtemps, que j'ai fini par... Alors j'ai attendu quand même qu'il soit plus en early access, parce que j'aime pas les jeux qui me spoilent, enfin les early access... Des fois, t'es souvent lassé du jeu avant même sa sortie, c'est dommage, je trouve. Oui, surtout que, alors, tu vas en parler, mais par rapport à un jeu type survie généré aléatoirement, c'est pas du tout le cas. Et qu'il y a beaucoup de choses, en fait, si tu joues en early access, tu vas te pourrir un peu toutes les itérations qu'ils vont faire. Oui, exactement. Parce que tu vas perdre tes repères plusieurs fois, ça peut être très frustrant d'ailleurs, je trouve, sur certains jeux. Et donc il est sorti d'Early Access, moi j'ai attendu, je l'ai acheté pas longtemps après sa sortie. Et c'est un jeu, en fait, j'aurais dû me renseigner avant d'y jouer, parce que je m'imaginais vraiment, comme tu dis, un bac à sable procédural, moi. J'avais retenu ça dans l'idée, vraiment le jeu de survie, alors qu'en fait pas du tout. Leur monde, il est pas du tout procédural, il a été fait entièrement à la main, et ça a participé beaucoup à la première grosse frustration que j'ai eue dans le jeu, parce que moi, vu que je l'ai abordé comme je dis, exactement comme ça, où je me suis... j'avais des bips de scénario. Voilà, comme un Dawnstar, j'avais des bips de scénario, mais que j'ignorais complètement, parce que moi, j'avais dans l'idée de me faire ma base, etc. Oui, alors que le scénario de base, enfin l'histoire, c'est que tu t'écrases sur une planète océan, tu te retrouves au final en sous l'eau, et l'objectif, c'est de récolter en fait, des ressources pour reconstruire en fait de quoi t'échapper de la planète. Exactement. Et en ce faisant, le jeu te guide pas mal, en te donnant des points de repère par des signaux radio, ce genre de choses, pour aller débloquer, pour aller progresser en fait dans ton craft, dans tes recettes de craft, et permettre progressivement de débloquer des paliers. Ce qui m'a d'ailleurs étonné moi quand j'y ai joué, c'est de me dire en fait tu as beaucoup de choses qui sont scénarisées, et moi comme toi je m'attendais à un jeu de survie bac à sable, je me dis mais qu'est-ce que tu m'emballes avec
tel signal de secours à droite ou faire chasser. Laisse-moi aller chercher des ressources quoi. Alors en fait pas du tout. C'est ça. Et c'est à la fois une grande qualité du jeu et un grand défaut quand tu l'abordes comme nous on l'a abordé. C'est-à-dire que quand tu l'abordes dans cette optique-là, en fait c'est un jeu de survie très limité. La boucle de la survie en quelques minutes, c'est fini quoi. Je veux dire, t'as compris comment te faire à manger et c'est rare que tu meurs de faim. En fait, c'est juste dans les grandes expéditions. Ouais, en fait, la partie survie, c'est surtout sur la partie oxygène et nourriture. Finalement, le problème, il n'existe pas vraiment. Ouais, l'eau, un peu, parce que ça t'oblige à mettre de l'eau dans ton inventaire, comme je dis, dans les grandes expéditions, quand tu pars assez loin de ta base. Oui, mais tu vois, ça s'organise, tu vois. En fait, le danger vient plus de l'environnement que finalement l'aspect ressources vitales. Complètement, et même c'est quelque chose que je dis, c'est que dans mon dernier run, celui où j'ai enfin fini le jeu, j'ai viré la partie survie. J'ai gardé que l'oxygène, en fait, comme contrainte, parce que j'en avais marre d'être frustré de mourir à 20 mètres de ma base à cause d'un manque de flotte ou ce genre de choses, alors que c'est pas intéressant, quoi. C'est vraiment pas une partie que je trouve intéressante. Autant dans Don't Starve, c'est rigolo, tu fais des essais de culinaire, tu crées des recettes, chaque ingrédient a un malus, un bonus, quelque chose, quoi. Là, non, les poissons, ils sont quasiment tous les mêmes. Alors, il y en a qui donnent plus ou moins soif. Si tu les fais en salaison, c'est pareil. Il y en a qui vont te donner plus ou moins... Mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Et surtout, c'est un truc où quand t'as compris que tu peux planter... t'as des bacs dans lesquels tu peux planter tes plantes et qu'elles te donnent des fruits infinis et que ces fruits-là, t'as juste à les manger pour plus avoir de problème. La partie survie disparaît et je te dis, tu ne gardes que la contrainte de devoir régulièrement manger sans avoir les petits côtés gratifiants de la découverte ou ce genre de choses. Bref. Donc ça, pour moi, ça c'est un des problèmes du jeu, comme je dis, mais c'est un jeu qui est comme ça, qui a vraiment plein de défauts, comme je disais, sa boucle de gameplay de base, le système de craft est franchement fastidieux. Ouais. La collecte de ressources est franchement fastidieux au début. Et surtout, c'est un jeu qui, en fait, le terrain de jeu est assez limité, c'est-à-dire que t'as 2 km sur 2 km, à peu près, et pourtant on te donne vraiment des outils d'exploration où t'imagines, moi la première partie que j'ai fait un énorme sous-marin, gigantesque, j'étais super content, c'était ça mon objectif, donc je l'avais fait très vite, j'avais très vite progressé pour trouver comment le faire, je suis monté dedans, j'ai fait 200 mètres, et en fait je suis sorti de la zone de jeu, et je me suis fait attaquer par des créatures gigantesques, et je suis mort. Et j'ai perdu mon sous-marin gigantesque que j'avais mis 6 heures à crafter. Ça va déclencher une frustration chez moi colossale. Mais parce que j'avais pas abordé le jeu comme les développeurs auraient voulu que je le fasse, quoi. Ouais, je pense qu'il y a 2 problèmes. C'est que tu n'as pas compris l'objectif du jeu, et le jeu n'a pas été capable de te faire comprendre aussi. C'est ça. Et c'est bien là où je te dis, alors ça a été mon premier run, donc après j'ai fini par comprendre que non, en fait c'est un jeu qui est assez scripté, et que il te donne des clés d'évolution, et il te donne vraiment des objectifs à remplir. Et tant que tu les as pas faits, ou tant que t'as pas compris comment les faire, c'est pas la course, il faut pas aller faire le reste, quoi. Vaut mieux éviter. Tu peux un peu casser le truc quand tu connais bien le jeu, mais au début, tes premières... vraiment, ouais, il faut se concentrer quand t'es bloqué sur quelque chose. C'est ce que je disais. Il faut vraiment se concentrer là-dessus. Voilà, c'est ce que je disais. Quand tu commences à jouer, tu vas avoir effectivement des signaux de secours qui vont apparaître, ce genre de choses, et en fait il faut que tu suives tout ce qui se passe en fait en permanence et de pas te dire non mais moi je veux juste aller tuer des poissons et fabriquer mon sous-marin, alors qu'en fait non, il faut essayer de suivre un petit peu quand même. Il faut suivre, il faut explorer sur tout le trajet qui t'amène à l'endroit où t'as le signal radio, et surtout il faut lire. Y a énormément de choses qui sont racontées dans les textes, dans les logbooks, etc., qui sont pas forcément... Alors, il y a des messages audio, mais il n'y a pas que ça. Et il faut vraiment les lire, parce que c'est là où tu as la clé déjà de la fin du jeu, mais même énormément d'informations complémentaires sur comment ça fonctionne. Et vraiment, je pense que, encore une fois, je fais la comparaison avec Don't Starve, parce que c'est un jeu de survie sur lequel j'ai passé des centaines d'heures, et je pense que d'ailleurs Don't Starve va jouer là-dessus. Don't Starve a une mécanique d'une pureté incroyable qui fait que tout est fluide et tout est cohérent, et tu débloques des pans entiers de technologie, et c'est normal, tu te fixes tes objectifs tout seul de façon très simple. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment quelque chose Don't Starve, c'est que c'est un bac à sable. C'est propre dans Don't Starve. C'est-à-dire que tout se base effectivement sur la nourriture, etc. C'est le cœur du gameplay, alors que comme tu l'as dit à l'instant, dans Subnautica, c'est pas l'objectif. L'objectif dans Subnautica, c'est de quitter la planète. Et donc en fait, toutes les étapes que tu as entre les deux ne sont là que, entre guillemets, soit pour faire du remplissage ou pour t'amener à cet objectif-là. Oui,
Et le problème qu'il y a, c'est comme je disais, c'est que la collecte des ressources, qui est essentielle d'habitude dans les jeux de craft, dans Subnautica, elle est fastidieuse, mais c'est pas forcément un gros problème. Assez vite. Moi, c'est ce qui m'a fait sortir du jeu. Hein. C'est clairement, quand Ouais. j'ai joué Ah ouais. à l'époque, ce qui m'a vraiment en fait, bloqué, c'est on me disait il faut aller chercher pour tel truc, il faut aller chercher du minerai de fer, etc. Et la façon de distinguer les ressources, je trouvais que c'était vraiment fastidieux parce que tu n'arrivais pas à savoir qui est quoi, donc tu perdais beaucoup de temps à chercher. Et quand tu passes beaucoup de temps en fait juste à chercher un truc de base, je trouvais ça. Alors ça c'est le début. En fait, ouais, mais ça c'est un paradoxe, c'est que ça c'est réellement les 4 premières heures de jeu. Oui, mais ça suffit, tu as 4 heures de jeu quand tu Ah oui, non, ça, mais complètement. C'est long pour quand tu débutes un jeu te dire ah non mais t'inquiète, dans 4-5 heures ça sera peut-être un peu plus fun. Non, il faut que le jeu quand même te donne tout de suite une carotte. Ah mais je suis complètement d'accord avec toi. Je dis c'est fastidieux, c'est dommage que ce soit fastidieux comme ça les 4 premières heures. Mais par la suite c'est plus vraiment un problème, c'est-à-dire que il y a un moment dans le jeu où tu débloques certaines technologies qui font qu'honnêtement, d'ailleurs les ressources ne sont quasiment plus un problème. Moi le dernier run que j'ai fait, j'avais mes coffres pleins de dizaines de trucs, ma base était gigantesque et j'avais vraiment plus aucun problème de ça ressources. c'est dans tous les jeux de survie, en général t'as un effet boule de neige qui fait qu'à un moment ça roule tout seul quoi. Oui c'est ça. Mais et puis même quand t'as appris à te servir de la salle de scan qui te dit précisément où sont les ressources que tu cherches, tu sais sur des zones gigantesques et que tu connais les différents biomes, voilà. Mais voilà, c'est que j'avais plus de 100 heures de jeu, donc oui, je savais qu'effectivement cette ressource-là, j'allais la trouver dans tel biome. Sans ça, c'est un jeu sans wiki. Mais tu vois, tu vas vraiment galérer. Ce qui pose pas de problème, c'est pas tant l'exploration, parce que c'est partie du gameplay intrinsèque du jeu. Et ce qui est déjà intéressant, justement, c'est d'explorer une nouvelle zone, des nouveaux biomes. Mais c'est de pas être capable, entre guillemets, de pouvoir distinguer facilement les ressources. Tu vois. Et forcément, quand tu dis. Parce que tu parles des fameux cailloux. Les fameux cailloux. Des fameux cailloux que tu pètes et qui. Oui, bah je sais, oui. Et qui te donnent en fait quelque chose, tu sais pas. Voilà. Tu pètes le caillou, tu sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Donc ça, je suis d'accord. Tu peux passer un grand moment à chercher un truc de base pour rien, quoi. Oui, alors oui et non, parce que c'est ce que je disais, c'est qu'à un moment, quand ça t'as compris ça, et tu fais une salle de scanner qui te fait repérer le type de caillou que tu veux, enfin bref, c'est pas très grave. Mais oui, je conçois. Mais moi, toi tu parles de la ressource, moi, le plus gros frein que j'ai eu dans ce jeu sur la plupart de mes runs, c'est trouver ces putains de recettes de craft. C'est quelque chose qui est incroyable, c'est que vu que tu peux passer, c'est un jeu qui à la fois te guide en te donnant vraiment des objectifs ou aller à un endroit précis, etc. Mais une fois que t'es là-bas, tu peux passer à côté du truc à scanner ou de l'information importante sans même la voir, parce qu'il y a des trucs qui sont un peu cachés ou il y a rien qui t'y fera retourner. Pour toi, t'as exploré la zone et donc plus rien à y faire, donc tu y retourneras pas. Il n'y a pas de carte dans ce jeu et ça c'est un vrai problème que j'ai eu moi systématiquement, c'est-à-dire que des zones que j'avais explorées, j'étais incapable d'y retourner parce que j'ai pas de point de repère sous l'eau, je suis désolé, t'as une distance de vue vraiment hyper limitée, ce qui fait que t'as beau avoir des espèces de pitons rocheux sous l'eau, bah tu les vois pas à moins de tomber dessus quoi, à moins d'être à 100 mètres, tu les vois pas. Une remarque après donc sur j'ai ça, pas de point mais de repère visuel. Pour moi ça c'est un des points forts du jeu. Mais c'est à la fois un des points forts, mais le problème c'est que j'ai pas de repère. C'est comme je dis, j'étais incapable de savoir où j'étais et de me situer dans l'espace. Alors c'est peut-être moi. Alors moi je te dis un truc. Moi effectivement un truc que j'ai beaucoup mis dans le jeu, c'est ce côté effectivement t'es sous l'eau, t'as pas trop de points de repère, tu sais pas trop forcément où tu es, ce qui peut être frustrant parce que tu dis bah moi je veux juste trouver mes ressources et retourner à ma base. Ça je comprends parfaitement. Mais moi je trouve effectivement une des grosses forces, c'est quand tu arrives dans un biome que tu connais pas et que tu es dans un milieu où tu n'es pas en haut de l'échelle alimentaire. Ça te met une petite oppression qui quand même. Ah mais ça est incroyable. Et alors moi qui ai vécu dans un pays très lointain tropical et qui ai fait beaucoup d'apnée et un peu de plongée aussi, les sensations effectivement de retrouver dans un endroit où tu as des créatures qui sont bien plus dangereuses que toi et que tu es à leur merci et que tu vois pas très loin, ça rajoute un effet effectivement un peu oppressant et d'angoisse qui marche très bien pour un jeu de survie. Ça marche super bien. Et ça, je suis complètement d'accord, mais ça, c'est la grande force du jeu. C'est-à-dire, c'est ce qui a fait que j'ai continué à y jouer. C'est qu'il est capable vraiment de te mettre une ambiance et une pression qui est incroyable, quoi. Et en plus, un sentiment vraiment, quand tu découvres une nouvelle entrée sur un nouveau biome, t'as un sentiment d'émerveillement, parce que, on en a pas parlé, mais le jeu est magnifique. Les créatures ont des designs, pour la plupart, que je trouve absolument extraordinaires.
Et c'est vraiment t'as vraiment une sensation de découverte qui est fabuleuse. Non, mais je demande pas, tu vois, de repères précis, mais je dis par exemple, comme je dis, la zone fait 2 km², à peu près, enfin 4 km², 2 km sur 2 km. Il y a 2 îles sur cette zone, quand t'es à la surface, tu les vois pas. Il faut être à 100 mètres d'elle pour les voir. C'est un truc, c'est tout con, mais il y a aucun... Même si t'étais obligé de remonter en surface pour avoir un point de repère, ça m'aurait, moi, aidé à me repérer, à savoir à peu près où j'étais dans le jeu, quoi. Et là, tu l'as pas. Alors, c'est un choix, ils l'ont fait, c'est un choix narratif. C'est pour pas que t'ailles dessus, te jeter dessus. Et voilà, peut-être. Mais c'est là où je veux en venir, c'est que c'est un jeu qui, du coup, a des choix purement de gameplay, comme ça. Parce qu'ils avaient une contrainte de gameplay, ils voulaient pas que les joueurs se jettent sur les îles en premier, parce qu'ils voulaient attendre un petit peu. Sauf que moi, ça m'a vraiment frustré. Mais en fait, ça m'a frustré parce que ça me sort du truc. Tu vois, le problème que je pense qu'il a, ce jeu, c'est que en fait, ils ont voulu faire un jeu qui n'est pas procédural, donc il n'y a pas d'aléatoire, où tout est décidé à l'avance, ce qui est très bien, dire ok, on va essayer d'anticiper le joueur, à quel endroit il doit aller, là il va retrouver telle recette, etc., tel biome. Sauf que le souci, quand tu fais ça, tu es obligé de contrôler le joueur d'une façon ou d'une autre, pour l'empêcher justement d'aller accéder à des zones où il ne devrait pas accéder. Et donc tu es obligé de trouver des espèces de petits trucs de gameplay en disant voilà, on va cacher certaines zones pour pas que les joueurs se jettent dessus, comme tu dis. Alors il en avait un qui était très intelligent, hein, c'est juste la limite de profondeur à laquelle tu peux aller. Ça c'était très bien, tu vois, ça permet effectivement de contrôler, puisque tant que t'as pas l'équipement pour descendre en dessous de 200 ou 300 mètres, bah voilà, tu peux pas y aller. Donc ça marche très bien. Mais comme je dis, vraiment, moi j'ai vraiment, même au bout de 100 heures de jeu, je n'arrive pas à me repérer dans ce jeu. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, mon dernier run, comme je t'en avais parlé, j'ai eu un problème, j'ai mis, je sais plus, une dizaine d'heures avant de trouver la balise. Alors les balises, c'est une recette que tu peux crafter et qui te permet justement de localiser un point. Sans ça, t'as aucun moyen de marquer des zones intéressantes. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé les balises, j'ai pas réussi, je sais pas, alors j'ai fini par les trouver, elles étaient à 100 mètres de ma base, mais c'était un endroit sur lequel j'étais jamais passé. Donc, et j'ai fait toute la première partie du jeu sans ça, et j'ai vraiment galéré, parce que j'avais aucun moyen. Toi, t'es dans une mission, t'es parti, justement, comme répondre à un signal radio, etc. Tu passes, tu vois un truc intéressant, mais t'as pas les outils pour l'explorer, et donc pour choper les recettes de craft hyper importantes pour la suite du jeu qui sont à l'intérieur. Et si tu peux pas avoir un endroit, enfin, tu vas galérer. En même temps, tu décris un peu le problème de tous les jeux de survie. Hein. Je veux dire, tu vas chercher parfois des ressources, que ce soit dans un jeu, que ce soit fixe ou aléatoire, tu vas passer beaucoup de temps à chercher des ressources que tu vas avoir besoin, et ça peut être extrêmement frustrant. Et on a joué à Don't Starve il y a quelques jours, on a cherché des ressources au début, on a tourné quand même un bon moment avant de les trouver. Mais je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que là, non seulement tu cherches des ressources, mais c'est ce que je dis, c'est tu cherches des choses qui sont uniques, c'est-à-dire qui sont des recettes de craft. Moi, t'es obligé de scanner ça. Déjà, tu sais pas à quoi ça ressemble, la plupart du temps. Du coup, tu peux trouver... C'est comme dans un Metroid, tu sais, où tu vois toutes les portes qui te disent il te faut les missiles pour ouvrir cette porte-là, et t'as pas les missiles. Et tu sais pas à quoi ça ressemble le missile, et tu sais pas où c'est. Et t'es sur 2 km sur 2 km, et tu dois chercher. Alors... Ok, donc ça fait partie du délire d'exploration, je suis d'accord, mais c'est quelque chose qui est répété tellement de fois, et tu peux tellement facilement passer à côté, comme je dis, que voilà, il y a vraiment des passages où tu vas galérer, mais vraiment galérer. Mais c'est un jeu d'exploration. C'est ça, c'est du swimming simulator là, dans le cas présent, tu vois, mais tu peux prendre plein d'autres jeux où ça va être comme ça, où tu vas marcher effectivement à chercher un objet que tu vas peut-être passer à côté et te dire putain, c'était en fait juste à côté de là où je suis passé 20 fois, mais c'est juste que j'ai pas eu le réflexe de regarder, quoi. Ça fait partie du délire. Moi, ça m'a extrêmement... Sur celui-là, ça m'a extrêmement frustré. Vraiment. Et donc, j'ai vraiment... voilà. Sur le dernier run, j'avais moins ce problème-là parce que je m'étais fixé mes propres objectifs et que je savais à peu près où aller chercher les trucs. Donc, j'ai pu m'en sortir comme ça. Mais j'ai quand même fini le jeu grâce à un bug. J'en avais parlé, qui m'a fait passer à travers un mur et qui m'a débloqué la dernière salle que je trouvais pas, justement. Ça faisait des heures que je tournais en rond dans une zone sans voir le point d'entrée hyper important. Et là, pour le coup, il n'y avait rien qui t'indiquait où c'était. Hein. Pas de message radio ni quoi que ce soit, c'était vraiment de l'exploration pure. Et au final, voilà, je suis passé à travers un mur et je l'ai vu comme ça. Et même là, alors que ce truc-là, je l'avais exploré de fond en comble dans ma tête, j'étais sûr d'avoir tout exploré, tu vois, je suis passé à côté d'un escalier.
que j'ai pas vu dans le bâtiment, et qui me donnait la dernière recette de craft sans laquelle je pouvais pas finir le jeu. C'est con, hein. Donc j'ai dû... et j'ai trouvé ça sur Wikipédia, à la fin, j'ai craqué, quoi, je suis allé voir, et j'ai dit, mais non, j'ai exploré ce coin-là. Et donc j'ai dû y retourner, alors que j'avais viré ma balise, justement, en disant, bah non, j'ai tout exploré, il y a plus de raison d'y être. C'est con. et voilà, c'est un jeu qui, comme ça, m'a frustré tellement de fois, bon, après, comme je disais aussi, on en avait parlé dans un podcast plus ancien, c'est aussi un jeu sur lequel j'ai eu des bugs à foison. Des bugs de collision, des bugs techniques, des trucs qui apparaissent, qui disparaissent. C'est un jeu qui est très fatigant dans sa gestion d'inventaire et qui fait que, comme beaucoup de jeux de survie, hein, bon ça je dis pas, hein, si tu classes pas ton inventaire parfaitement, tu vas faire des allers-retours incessants entre tes coffres et la machine de craft pour faire les recettes étape par étape, et voilà. Bon, ça fait partie du délire. C'est un jeu, je peux pas dire qu'il est mauvais, hein, j'y ai passé 120 heures. Voilà. Donc j'ai à la fois je suis fasciné par la proposition qu'il fait sur son écosystème et sur tout ce qu'il apporte, et sur, comme tu disais, ce sentiment incroyable d'oppression que tu as quand t'es sous l'eau dans un milieu hostile et que tu sais que t'es pas chez toi et tu sais que t'es pas grand chose, et voilà, et puis d'émerveillement parce que graphiquement c'est somptueux, enfin ils ont eu des idées visuelles incroyables. Moi, je le retiens pour ça. Moi, le jeu en lui-même, je suis sorti parce qu'effectivement, la partie gameplay me rebutait un petit peu, même si je suis un grand fan de science-fiction, mais la partie, en fait, la direction artistique et l'ambiance rattrape le reste sans problème après. Donc, on retrouve tous les points inhérents, comme tu as cité, à tous les jeux de survie, où tu fais beaucoup d'allers-retours, tu fais de l'exploration qui parfois devient un peu pénible. Ça reste quand même un super jeu, quoi. Peut-être à part la musique. Oui. Ah, moi j'aime beaucoup la musique, tu vois. Si, alors il y a un dernier défaut, mais ça c'est toujours pareil dans la quête de cohérence, mais on en parle pareil, ils ont fait des choix d'interdire un certain nombre de choses aux joueurs pour pas péter leur gameplay, et c'est un peu arbitraire, quoi. Il y a plein de choses qui sont pas logiques dans les recettes de craft ou dans les façons dont tu fais les trucs. Mais là tu reviens, de toute façon, c'est un genre de jeu en fait, la survie, qui est compliqué dans le sens où de toute façon tu es obligé de mettre des ficelles en fait de gameplay pour entre guillemets ça devient fun, parce que sinon c'est ça. Le joueur peut tout casser le système et faire tout ce qu'il veut dès le début, et en 5 minutes c'est le roi du pétrole, ou alors ça va être trop compliqué, ou alors ça devient trop laborieux. Voilà. Donc c'est très... mais je suis d'accord. Les ficelles tu peux les voir facilement, quoi. Donc c'est vraiment je trouve que là elles sont un style de très jeu visibles, qui est compliqué et qui peut être vite bancal. Oui, et c'est ce que je dis, c'est que là surtout avec leur aspect très réaliste, tu vois, dans l'écosystème, etc. Du coup les ficelles elles te sautent encore plus aux yeux, quoi. J'en reviens toujours à la même chose. Don't Starve, c'est un jeu qui se veut pas du tout réaliste, qui a une approche complètement à part, et du coup, bah, tu t'en fous, c'est complètement incohérent, mais ça a une certaine logique dans le jeu, quoi. Tu l'acceptes. Subnautica, avec son côté très hard science, très sérieux, avec des graphismes, tu vois, hyper réalistes, machin, enfin... Hyper réaliste, je peut-être pas, oui, mais bon. Non, mais voilà, tu m'as compris, quoi, avec une approche comme ça, des créatures assez... qui se veut un peu réaliste. Bah ouais, les ficelles me sautent encore plus aux yeux, quoi, et du coup me sortent du jeu régulièrement. Voilà, encore une fois, j'y ai passé 120 heures, je peux pas dire du mal du jeu, et c'est quelque chose qu'éventuellement je conseille. Alors il n'y a pas de démo, c'est ça qui est chiant, c'est que j'aimerais bien, moi c'est typiquement le genre de jeu que je conseillerais aux gens d'essayer une démo s'il y avait 1 heure de jeu, tu vois, ou 2, pour voir s'ils accrochent, parce que comme tu dis, pour moi c'est vraiment un truc, c'est tranchant, quoi. Tu peux pas... soit tu vas être comme moi et tu vas vraiment insister malgré les frustrations que ça déclenche pour aller voir la fin, soit t'es comme toi dans ton cas, t'as pas tenu, et je comprends complètement, quoi. Moi je me suis accroché, je sais pas trop pourquoi, hein. Si c'était pas sous l'eau, j'aurais pas accroché. Oui, bah. Bon, du coup tu le conseilles, tu le conseilles pas? Vaste blague, hein. Je vais jouer mon Joker, je vais attendre, je veux voir ce qu'ils font avec leur suite, qui apparemment sera beaucoup plus narrative, et peut-être qu'ils ont appris plein de choses sur celui-là et que la suite sera du coup mieux faite. Et j'y jouerai la suite. Et on verra à ce moment-là. Mais comme je dis, il faut voir. Si vous êtes fasciné par les images, etc., bah, oui, il est régulièrement en solde. Et ça peut valoir le coup, quoi. C'est un jeu qui a une histoire intéressante, qui est beau et qui est prenant. Après, il faut savoir qu'on va faire... entre 25 et 50% de gestion d'inventaire, on va du craft, et puis qu'il faut se concentrer, quoi.
Ouais. C'est pas juste de l'émerveillement, il y a de la frustration derrière. Non, mais disons que si vous aimez les Voilà. jeux de survie et que le milieu aquatique, genre l'exploration sous-marine, ça vous plaît, ce genre de choses, foncez quoi. Après, si vous n'êtes pas jeu de Ouais, c'est survie, ça. oubliez quoi. Ah oui, oui, complètement. Si le côté rebutant du craft Voilà, à vous outrance, n'avez pas avec des l'open recettes, world, vous etc. n'avez pas le craft, etc. Pas chez votre semaine. Ah, ah oui, il faut l'oublier tout de suite. Puis ouais, carrément. Bon. Voilà, Ben, peut-être que du coup, ceux qui sont rebutés iront peut-être jouer à Tomb Raider dont on va parler maintenant. exactement. Et donc Thomas, à ton tour de nous parler d'une licence rebootée, parce que c'est la mode, les reboots, par un studio qu'on aime bien d'ailleurs, et qui était un studio de bonne renommée, Crystal Dynamics. Ouais. Et une licence complètement culte, on peut le dire, dans le jeu vidéo, il n'y a pas beaucoup de personnages aussi cultes que Lara Croft, quoi. Voilà, donc Tomb Raider. Oui, bah, c'est une licence ultra culte qui a marqué l'histoire du jeu vidéo de façon assez énorme. Le premier Tomb Raider, ça fait partie de ces jeux marqueurs de l'industrie, comme il y en a une fois tous les 15 ans, quoi. Voilà, c'est au jeu d'action en 3D ce que Mario 64 était au jeu de plateforme 3D, quoi. C'est un marqueur, ça apporte tellement de nouveautés, ça change tout, quoi. Ça change l'industrie du jeu vidéo. Donc, Tomb Raider, moi j'ai parlé effectivement du reboot, puisque dans la série avant, il y a eu un sacré paquet d'épisodes et malheureusement un sacré paquet de daubes. Oui, c'est une licence qui a été complètement surexploitée et pourrie, en fait. Voilà, c'est le premier, bien sûr, c'est comme on disait, celui qui a marqué un peu son empreinte, le jeu vidéo, le 2 encore, et puis après, c'est la descente aux enfers. Hein. Donc, on a eu je sais pas combien. Donc, je vais pas parler de cela parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je pense. Mais je vais plutôt parler effectivement des suites qui ont été relancées par Square Enix avec Crystal Dynamics. Donc, il y a eu en fait une trilogie qui vient de s'achever il y a à peu près un an. Donc il y a eu 3 épisodes en 2013, 2015 et 2018. Donc je vais pas parler forcément de tous les épisodes en détail, hein, je vais plutôt faire une rétrospective des 3. Donc il y a eu le premier Tomb Raider tout court en 2013 par Crystal Dynamics, qui s'est vendu à 11 millions. Je vais donner les chiffres tout de suite, on va faire ce chiffre. 11 millions d'exemplaires quand même. 11 millions effectivement d'exemplaires a priori au total. Ensuite il y a eu Rise of Tomb Raider en 2015, toujours par Crystal Dynamics, qui s'est vendu à 7 millions. Et enfin, donc fin 2018, Shadow of Tomb Raider, du coup qui n'était plus développé par Crystal Dynamics mais par Eidos Montréal, et qui s'est vendu un peu plus de 4 millions. Ah, je savais pas que c'était pas Eidos le troisième. C'était pas que Crystal. C'était pas Crystal. Tout à fait, oui, ils ont changé de studio, donc je sais plus la cause, j'ai pas eu le temps de chercher, mais il me semble qu'il y a eu quelques petits soucis. Je crois que Square Enix avait été un peu déçu des ventes en fait, qui espéraient des ventes bien plus supérieures. Alors, 11 millions pour le premier, c'est monstrueux quand même, il faut pas... Voilà. Alors, ouais, mais je suis quand même étonné parce que de mémoire, le premier, le 11 millions m'intrigue parce que c'était pas justement, ils avaient déjà été déçus à l'époque par les ventes. Ils s'étaient vendus déjà à plusieurs millions et Square Enix avait dit effectivement, je crois au bout de 6 mois ou un an, disant qu'ils avaient été déçus dans leur bilan financier annuel en disant qu'ils espéraient plus. Malgré que le jeu, je t'ai vendu, je crois, il me semble, de mémoire, je crois, comme 6 millions, je crois ça, ce qui est monstrueux. Quand tu sais que certains jeux qui sortent par exemple au Japon, des licences cultes, ne font même pas 150 000 la première semaine. Je pense qu'il y a beaucoup de développeurs qui aimeraient bien faire 6, 7 millions de ventes. Hein. Donc même le dernier à 4 millions en un an, c'est plus réussite. Après, toute une question aussi du budget qui a été mis dans le jeu. Bien sûr. Donc, oui, non, mais je pense qu'ils avaient mis. Alors, il y avait eu un énorme budget pour le reboot. Je me souviens. Enfin, ne serait-ce que marketing, la campagne, on avait été. Oui, ils ont 6 mois. Ont mis les gros moyens. C'était. Il y en avait partout, quoi. Voilà. On va en parler vite fait d'ailleurs, puisque le premier, le jeu avait été vendu à peu, parce c'est un peu le thème de la survie aujourd'hui. D'un point de vue marketing, on avait mis un peu en avant, comme c'était un peu la Lara qui est une survivante, qui va chasser à l'arc, qui va devoir se nourrir, etc. Et ben en fait pas du tout, encore une belle arnaque du marketing, ou alors on s'est bien hypé pour rien. Aussi t'avais quoi? T'avais 3 minutes de gameplay au départ? Voilà, c'est ça. En gros t'as une première zone où il y a un peu de survie et puis c'est fini. Les Tomb Raider actuels, donc
cette trilogie, on est clairement dans des jeux d'action pur et dur à la Uncharted. Ce qui est très drôle, puisque Uncharted est un héritier de Tomb Raider, et le nouveau Tomb Raider est un héritier d'Uncharted. Donc la boucle est bouclée, c'est parfait, quoi, parce que finalement, les gameplays se sont recyclés les uns dans les autres. C'est voilà, la partie survie, on l'oublie, c'est des jeux où on désigne quand même un sacré paquet de mecs. Le premier Tomb Raider, mais je me souviens que c'était ça qui m'avait, bon, j'avais fini le jeu, j'avais bien aimé, enfin plus que bien aimé, j'avais pris un gros plaisir à le faire. Mais par contre, oui, systématiquement, je me disais, mais attends, on est censé être sur une île avec 200 clampins, quoi, et j'ai dû en flinguer au moins 1000 depuis le départ, quoi. Oui, non. C'est-à-dire qu'en fait, pour résumer un peu l'histoire, en fait, dans les 3 épisodes, à chaque fois, on va rechercher un artefact et il y a en fait une continuité, puisqu'en fait, on affronte une organisation secrète qui s'appelle Trinity, qui elle-même essaie de trouver des artefacts pour obtenir plus de pouvoir. Et en fait, Lara, nous, on va essayer en tant que joueur de les contrecarrer leur plan. Et finalement, on se retrouve devant des mercenaires en pagaille et on bute du mec par paquet de 15 à chaque fois. Alors, ça fait partie des jeux, c'est pareil, dans Uncharted, c'est la même logique. Donc, oui, mais c'est quelque chose qui me dérangeait déjà dans Uncharted, voilà. Je dis pas le contraire. Ce qui fait, moi, ce qui m'a, entre guillemets, qui m'a posé problème, enfin, c'est pas vraiment problème, c'est que le jeu a été vendu en fait comme une Lara qui va grandir dans les épisodes. Dans le deuxième d'ailleurs, dans Rise of Tomb Raider, te rappelle-toi, il y avait des trailers de cinématiques où on la voyait avec genre syndrome post-traumatique, c'est le psy, alors qu'en fait pas du tout. Elle a buté 150 mecs dans le premier épisode et dans le deuxième elle va en buter 300 et ça pose pas de problème. Oui, mais les campagnes marketing de ces jeux, c'était quand même assez mensonger pour le coup. Oui, c'est pas un bon souvenir, quoi. Il y a beaucoup de jeux où c'est assez mensonger. On pourrait parler du Far Cry par Ubisoft qui a changé son fusil d'épaule, mais c'est un autre sujet. Mais en gros, voilà, on est dans du jeu, ça défouraille quand même beaucoup, c'est beaucoup d'action. Et le premier d'ailleurs, pour bien parler du gameplay, ce qui avait été reproché, souviens-toi, c'était le manque d'énigmes par rapport au Tomb Raider canonique. Où finalement c'était surtout de l'action et les parties d'énigmes de temples à explorer, finalement c'était très accessoire et c'était vraiment minoritaire dans le jeu. C'était complètement anecdotique. Voilà, c'est-à-dire à tel point qu'ils ont rajouté des DLC de temples supplémentaires et que dans le 2 justement ils ont mis ça comme une partie de gameplay importante, avec plein de passages où il y avait des temples à explorer avec des artefacts, etc. Alors moi le 2 j'ai pas du tout accroché. Alors, le 2, si on va parler du... Alors, le premier, effectivement, moi j'ai adoré, c'était... Parce que justement, c'était tout nouveau, et donc ça faisait du bien à la licence. Le 2, c'est pas un 2, c'est un 1.5, clairement. C'est les mêmes mécaniques de gameplay, c'est le moteur, c'est le même, très beau moteur d'ailleurs, on en a pas parlé, mais graphiquement, c'est des jeux quand même qui sont très beaux, moi je trouve. En tout cas, je trouve qu'il y a une patte graphique et une direction esthétique qui est vraiment agréable. Complètement. Le 2, effectivement, c'est la même chose que le premier, en plus, mais il y a je trouve des passages de lenteur là. Donc là, le premier se passait sur une île au large du Japon dans le Pacifique, donc semi-tropical, donc super ambiance. Le deuxième se passe en partie donc en Sibérie, en Russie, et entre autres effectivement une espèce de gros hub à un moment dans une vieille usine désaffectée en Sibérie là, et finalement on passe beaucoup trop de temps dans cette zone, on fait beaucoup d'allers-retours, c'est là où j'ai lâché moi. C'est poussif, c'est très poussif. Ah oui, il a vraiment un énorme problème de rythme celui-là, qui avait pas du tout le premier. Alors moi le premier j'avais des petits reproches à lui faire en termes de maniabilité, etc. C'est-à-dire que ça reprenait la formule Uncharted, mais je le trouvais moins fluide c'était moins bien exécuté, tout ce qui est passage plateforme. Ouais, c'était pas beaucoup moins bien, mais c'était un petit peu moins bien. Mais voilà, par contre l'ambiance, etc. était vraiment là, il y avait vraiment un côté chouette. Au niveau de l'ambiance, plus sombre que les Uncharted. Alors oui, effectivement, il y a des passages dans le premier où on se retrouve dans des zones avec remplies de cadavres, avec des milliers de crânes qui tombent, etc. Enfin, du sang en plus. C'était un peu too much, mais c'était sympa quand même. Oui, c'est too much, mais ça fait partie du délire du jeu. Ils vont effectivement au bout de faire un peu tout et n'importe quoi. Lara, elle en prend plein la tronche. Mais en fait, pour moi, c'était l'ambiance Indiana Jones et le Temple maudit, tu vois. Oui, mais c'est ça, voilà. Voilà, ça reprenait ce côté un peu très macabre et très sombre. Voilà, moi j'aimais, j'ai pas bien aimé quoi. C'est ce côté macabre effectivement transposé dans un Japon médiéval. Donc moi je trouvais ça vraiment super. Et dans le deuxième, le rythme est évidemment un gros problème avec un espèce de trou au milieu de l'histoire. Et après ça, je trouve qu'il y a des passages après beaucoup mieux. Ça accélère un peu le rythme, donc
c'est plutôt un bon jeu, hein, le deuxième. Hein. Franchement, à ce niveau, moi, j'ai pas pris. Comment dirais-je j'ai pas dû me forcer pour le finir. Voilà. J'ai pris du plaisir à y jouer, mais il y a un passage où, comme je voulais le faire un peu en complétionniste, faire un peu tout faire, je pense que si je l'avais fait en ligne droite, ça aurait été plus agréable au final. Parce que à vouloir faire à explorer, etc., il y a du craft en plus dans ces Tomb Raider là. À vouloir chercher des ressources, à vouloir faire les temples ou secondaires, etc. Ceci dit, je pense que les temples à explorer, c'est peut-être un des points forts du jeu, parce qu'il y a ce petit côté exploration qui, moi, marche bien avec moi. Ce qui marchait d'ailleurs dans le premier, le petit côté archéologie, je suis Indiana Jones, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Ouais, c'est ça. Donc le 2, ouais, c'est sympathique. Alors le 3, je suis en train de le faire, donc je ne l'ai pas fini à ce moment du podcast, parce que j'ai des problèmes de son avec. Il y a un gros bug, en fait, où le son se met à grésiller quand tu joues. C'est ce que tu me racontais, ouais. C'est assez hallucinant. Donc, je suis pas le seul à avoir ce problème. J'ai vu pas mal de monde sur internet en parler avec des solutions plus ou moins fonctionnelles. Mais donc en fait, j'ai du mal à y jouer parce que des fois j'ai le son qui se met à délirer, à grésiller d'un coup. Donc pour un jeu de cette envergure, un AAA, ça fait un peu mal. Sachant que j'y joue sur PC et que j'ai une très bonne config. Donc bref, c'est un peu dommage, mais je vais quand même le finir parce que le jeu me plaît bien. Celui-là, il se passe en Amérique centrale. Donc pour l'instant c'est du déjà vu. Pareil, là on est du 2.5 quoi. On a 1, 1.5, 2.5. Ouais, moi je sais que, alors le 2 je dis il y avait des problèmes de rythme, mais moi j'avais des problèmes de performance aussi sur mon PC. Il était beaucoup moins fluide que le premier et donc c'est aussi pour ça que j'avais décroché quoi. Mais ça c'était juste pour l'anecdote. Oui, et le troisième effectivement pour l'instant de ce que j'ai vu, ils ont rajouté quelques petits éléments de gameplay à droite à gauche mais c'est vraiment marginal donc ils avaient fait encore une fois une grande campagne marketing en expliquant que cette fois t'étais un prédateur, tu pouvais poser tes pièges et que c'était super trop bien, machin. Et après, apparemment, cette phase-là, elle est évacuée comme pour les deux premiers en fait. Voilà. Comme les deux premiers, ouais, on te dit le premier ça va être de la survie, le deuxième ça va être le syndrome post-traumatique, le troisième ça va être tuer le prédateur. Ça reste anecdotique, c'est vraiment une partie mineure du jeu et tout le reste du temps, dès que tu as trouvé une arme à feu, ou moi je préfère jouer à l'arc, mais en gros dès que tu as trouvé des grosses armes, en fait tu fonces dans le tas et ça devient un jeu d'action pur et dur en TPS quoi. C'est dommage qu'ils assument pas et qu'ils cherchent absolument à faire quelque chose parce qu'au final tu te fais avoir une fois, tu te fais avoir deux fois, la troisième t'es quand même vachement méfiant. Moi je sais que j'avais regardé les trailers quand ils m'annonçaient ça, je disais oui, ça va être comme, d'où les ventes. Tu dis quoi, ça va être comme les deux premiers, oui exactement. Les ventes, après on peut pas comparer parce que le dernier est sorti il y a un an et que les ventes, je crois que j'ai regardé pour justement les 11 millions, c'était quand même je crois au bout de 4 ans, un truc comme ça, donc c'est quand même des longues sellers parce que ça reste des très bons jeux. La preuve, les jeux ressortent sur Stadia, ce genre de truc, il n'y a aucun problème. Hein. Aujourd'hui, tu peux rejouer l'épisode de 2013, ça sera toujours très plaisant. Hein. Oui. C'est des jeux qui sont solides hein, en termes de gameplay, c'est solide au niveau de la musique. Jason Grave pour le premier, je ne me souviens pas du 2 et 3 qui les a fait. Mais au niveau musical, c'est carré, c'est propre. Ils ont fait Crystal Dynamics ou même Eidos Montréal, ils ont fait un super boulot. C'est bien fini, il y a du contenu, hein, il y a de quoi s'amuser quand même assez longtemps. Je sais plus combien de temps j'ai mis pour finir les deux premiers, mais ça se finit pas en 5 heures, hein, clairement. C'est plutôt 15 20 heures. C'est des jeux. Non, c'est. Ouais, et puis c'est des jeux très sympathiques. Si on aime un peu les TPS action, etc., c'est juste qu'il faut les prendre pour ce qu'ils sont, quoi. C'est des Uncharted-like, bien exécutés, avec un petit twist sur l'ambiance et un peu plus sombre que les Uncharted. Il y a moins cette espèce d'humour à la Nathan Drake qui balance une vanne par minute. Ouais, moi ce que j'aime bien d'ailleurs voilà. Parlons du personnage, parce que je trouve que la race qu'ils ont fait avec elle dans cet épisode, je trouve ça très bien déjà, parce qu'ils l'ont pas sexualisé en disant comme c'était dans le cas un peu dégueulasse de la beaufitude des premiers Tomb Raider. Rappelle-toi c'était une catastrophe. Voilà, bon, n'en parlons pas. Là, ils ont fait une héroïne, je trouve justement, qui est vraiment super. Moi, j'aime beaucoup le doublage en version originale et la doubleuse, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est vraiment, moi, je trouve ça très bien. Et elle en prend plein la tronche parce que la pauvre, elle est confrontée à beaucoup d'épreuves, de chutes, enfin bref. C'est clair que t'es dans le syndrome d'Ayard. Voilà, c'est ça. Fond, hein. C'est exactement ça. Je cherchais comment le traduire, mais c'est ça. C'est le syndrome John McClane. Et moi, je trouve qu'ils ont fait vraiment un truc super avec le personnage. Les histoires sont sympathiques. C'est pas incroyable, mais je trouve. Non, c'est pas fifou. Ouais, mais ça reste. Mais ça suit. Ouais, c'est. Oui. La preuve d'ailleurs, puisqu'ils ont fait un film adapté du premier jeu,
et ça se regarde. C'est le petit film d'action. Ah, je l'ai pas vu moi. Ouais, c'est pas un grand film, il faut pas non plus déconner, mais tu vois, c'est pareil, ils ont mis dedans, c'est Vikander, l'actrice, je sais pas comment s'appelle son prénom, j'ai envie de dire Alicia. Oui, Alicia. Voilà, et je trouve que pareil, c'est Alicia, je Alicia Vikander, et je trouve que tu vois, elle colle parfaitement au personnage, pareil, elle est pas sexualisée, c'est un copier-coller du premier jeu, et finalement ça passe pour un film, donc si ça passe, c'est que le scénario était correct, quoi. Donc, donc voilà, moi, sur ces 3 jeux, moi je suis plutôt, voilà, je suis plutôt fan. Surtout que j'avais oublié complètement les Tomb Raider. J'avais fait donc les 3 premiers à l'époque sur PS1. Puis j'avais dû faire peut-être le Underworld, comme ça. Voilà, il y a eu l'anniversary. J'ai dit qu'on n'en parlerait pas, mais du coup j'en parle un petit peu. Mais j'avais lâché l'affaire, quoi. Au bout d'un moment, vu la qualité des titres. Moi j'avais refait le Anniversary Oui. à l'époque. C'était sympa, mais c'était. Ouais, c'est déjà vu. C'était apéritif, quoi. Oui, c'est ça. Et le Underworld, j'ai pas pu. C'était pas possible. Ah, c'était du gameplay qui avait beaucoup trop vieilli et. C'était pas terrible. Hein. Voilà. Non, c'était pas terrible. Après, de toute façon, c'est des jeux, il faut pas se priver. Ils sont en promo tout le temps. On peut se faire la trilogie pour 30€ sur PC sans aucun problème. À part sur Stadia où ils sont à 40 ou 60€ l'unité. Hein, on va pas reparler de Stadia, hein, c'est bon. Non, mais je dis, à part là-dessus, ils sont vraiment tout le temps en promo et tout le temps achetables pas cher. Voilà, surtout qu'en plus, maintenant, tu peux avoir des éditions complètes où tu vas avoir tous les DLC, tous les contenus, etc. C'est massif, hein, je veux dire, aujourd'hui, tu achètes un jeu comme ça, tu vas le payer très peu cher et tu auras beaucoup de contenu, vraiment de quoi t'amuser. C'est des super jeux pour ceux qui l'ont pas fait. Le Shadow of the Tomb Raider que moi j'avais pas fait, là, il est sur le Humble Bundle Monthly, tu sais, de ce mois-ci, il est dedans. Donc pour 12€, tu peux avoir ça plus 2 autres jeux. Donc voilà, c'est des jeux typiques, des jeux qui sont soldés très fréquemment et qui valent vraiment largement Tomb Raider, d'ailleurs, prix. Quand il était sorti l'année dernière, donc au mois d'octobre-novembre, ils l'ont soldé le mois suivant et ça a fait un scandale d'ailleurs. Ah oui. Parce que justement, il avait pris moins 50% ou moins 30%, un truc comme ça, genre au bout de 3 semaines, parce qu'il y avait eu les soldes, comme il y en a souvent. Et que, peut-être aussi à cause des ventes aussi. Peut-être à cause des ventes, mais c'est quand même un schéma que je retrouve de plus en plus. Hein. Sur les soldes de Noël, ils n'ont plus aucun problème à solder les blockbusters qui sont sortis 1 mois ou 2 mois avant. Moi, ça me fait halluciner, quoi. Oui, non, mais il y a des jeux qui sont à moins 10% alors qu'ils sont sortis 15 jours avant, tu vois. Donc, j'ai vu le Fallen Order à moins 30. Oui, tout à fait, oui. Là, tu vois, le dernier... Waouh. Alors qu'il s'est super bien vendu, lui. Hein, donc c'est vraiment... je sais pas. Bref. Bon, je pense que les acheteurs, il y a des gens qui veulent l'avoir le jeu, ils vont l'acheter tout de suite, et puis ça permet éventuellement d'inciter les gens qui hésitent un petit peu, peut-être, ou ce genre de choses. Enfin, mais... Sûrement des réseaux marketing derrière qui s'échappent. Oui, ok, sûrement. Moi, ce que je dis, c'est que ça me pousse je mets plus le plein tarif dans un jeu. Enfin, c'est si tu sais qu'un mois plus tard... Bref. Mais oui. Tout à fait. On est bien d'accord. C'est comme ça. Voilà, donc j'ai fait un petit tour d'horizon. Je suis pas rentré dans le détail dans les 3 jeux parce que ça serait un peu long et je pense que vaut mieux les traiter comme un ensemble puisque les jeux sont très similaires les uns par rapport aux autres. Oui, c'est très... Comme tu dis, alors moi j'ai pas joué aux 3, mais les 2 autres, j'ai vu que c'était quand même la même chose. C'est des jeux... Tu vois, on parlait de... je parlais du dernier Batman en disant que c'était un AAA calibré open world. Voilà, les Tomb Raider, c'est des AAA calibrés TPS. Alors c'est bien fait, c'est carré, il y a tous les trucs à la mode. Tu veux du craft, t'as un peu de craft. Tu veux un tech tree, voilà, t'as de l'expérience. Tu peux débloquer des skills au fur et à mesure. C'est beau, c'est super travaillé, la musique est géniale. C'est des bonnes aventures. Ça prétend rien révolutionner, mais ça marche. Ouais, c'est un peu les Marvel du jeu vidéo, quoi. C'est un peu les Avengers, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas. Tu sors de là. C'est un bon moment, c'est incroyable, mais tu l'as oublié au bout de quelques temps, quoi. Ouais, alors moi, tu vois, j'ai encore des bons souvenirs du premier. Ah oui, mais le premier, pour moi, c'est exceptionnel parce que, c'était un jeu qui était, je vais pas dire révolutionnaire, faut pas abuser non plus, mais qui renouvelait le genre. Donc, ça faisait du bien. Ouais, c'est ça, mais j'ai des bons souvenirs, c'est-à-dire que je trouve que leurs ambiances étaient vraiment chiadées, quoi, et j'ai plusieurs images, tu vois, quand on t'en a reparlé, qui me reviennent en tête, et il y a pas tous les jeux me font ça, quoi. Oui, moi je me souviens effectivement dans le premier des passages où t'as de l'eau jusqu'à la poitrine et que t'as la torche qui est à la limite du plafond et t'avances comme ça, tu vois, t'as plein de passages un peu où finalement c'est beaucoup d'ambiance et la direction artistique c'est le fort du jeu parce que ils te mettent vraiment dans une position
en difficulté, comme disait un peu dans Subnautica, entre guillemets, tu es le personnage faible, alors qu'en fait pas du tout, hein. Mais ils arrivent quand même à travailler au niveau de l'ambiance des jeux, un truc quand même qui est pas mal. Ouais, je suis assez d'accord. Bref, c'était des bonnes expériences. Voilà, donc si vous n'y avez pas joué, allez-y, hein, ça coûte rien, vous pouvez foncer, vous ne serez pas déçus, hein, donc profitez-en. Écoute, on va passer à la suite avec le à part ça. Fight, humiliation, excellent, holy shit. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Bon, c'est la rubrique à part ça, donc on a un peu refait la formule. Donc là, comme c'est les fêtes, comme c'est Noël, on va revenir un peu sur les jeux pour passer un bon moment en famille. Et puis on va se faire aussi, parce que c'est la fin de la décennie, se faire un petit nos meilleurs jeux de décennie et nos pires jeux. Alors Bruno, qu'est-ce que tu nous conseilles pour les fêtes de fin d'année pour t'amuser avec ta famille ? Alors, un jeu qui marche à tous les coups et qui est disponible sur à peu près toutes les plateformes, c'est Ifo, par les Français de The Cartel, enfin Le Cartel, pardon, pas The Cartel, qui est un jeu débile, mais c'est le genre de truc, tu donnes la manette à n'importe qui, et puis 15 secondes plus tard, t'entends des rires de partout, quoi. Donc le but est assez simple, c'est tu dois des petits personnages qui n'ont pas de jambes, c'est juste une tête avec des bras. Tu diriges l'orientation des bras, et t'as un bouton pour chaque main, et tu t'accroches. Voilà. Ah, c'est ça, ouais. Franchir des niveaux. Oui, et tu dois franchir des niveaux dans le vide, avec des pièges partout. C'est avec de la physique... tu sais, un peu à la crayon physique ou ce genre de choses, quoi. Cette espèce de débilité qui fait que tu gagnes de la vitesse en te balançant, et voilà. Ça donne des situations complètement loufoques. Il faut compter sur les autres, donc ça marche pas. C'est la première leçon de vie que t'apprends le jeu, hein, c'est que quand tu comptes sur les autres, tu vas mourir. Le but d'un jeu comme ça, c'est que justement ça soit la guerre entre chaque joueur, quoi. Exactement, et ça marche vraiment très fort. Donc voilà, Vivo, ça coûte rien, c'est un jeu à 10€ au plein tarif. Il est dispo sur Switch, il est dispo sur PC, il doit être dispo sur PS4 et Xbox. Faut vraiment pas s'en priver, c'est vraiment un truc avec 2, 3, 4 manettes, et c'est parti, quoi. Ça marche vraiment très très bien. Vraiment un vrai grand plaisir. Et après, si on veut vraiment s'engueuler, moi je conseille Overcooked 1 et 2. Ah oui, mais c'est n'importe lequel des deux. Alors, du coup, je le citerai pas, mais effectivement, on va en parler tous les deux. Mais moi aussi, c'était Overcooked. Du coup, je vais te prendre la parole, je vais te le voler. Ouais, vas-y. Donc, Overcooked, c'est les mecs de chez Team 17, hein, donc les mecs de chez Worms qui ont fait ça. Donc là, c'est un jeu, tu joues en fait des cuisiniers et le but c'est de faire des plats et les servir. Donc en général, c'est des plats assez faciles, genre des burgers où il faut couper les tomates, la salade, prendre les pains, faire cuire la viande, assembler le tout, le mettre dans une assiette et servir. Sauf que ça peut jouer jusqu'à 4. Que dans chaque niveau, on va rajouter des difficultés, comme par exemple, tu vas faire ça sur un bateau où les meubles vont bouger et il va falloir changer de sens, ou tu vas faire ça sur la banquise avec où ça glisse tout le temps, donc tu peux tomber dans l'eau tout le temps, ou tu vas avoir de la lave, etc. Et forcément... Et puis comme tu dis... Et puis même le fait que même ça se joue à 4, mais il y a toujours plus que 4 étapes de préparation, donc t'es toujours obligé de faire au moins une ou deux tâches, et donc de communiquer avec les autres. Voilà. Et c'est ça qui déclenche l'apocalypse, systématiquement. Tous mes voisins doivent avoir eu découvert en fait un été où j'ai fait avec ma copine le premier Overcook à hurler des pains viande en disant fais cuire de la viande, non, m'occupe des tomates, vite les assiettes, il faut les laver, etc. Ça devient vite l'orgie, tu te gueules les gens dessus, forcément, c'est la grosse rigolade. En plus, le jeu il tourne super vite, tu peux relancer les parties tout de suite. Après, les recettes deviennent de plus en plus compliquées. C'est vraiment, c'est pareil, c'est un jeu qui coûte pas très cher. Tu peux trouver le premier, j'ai vu le 2 il y a même pas une semaine à Carrefour à 20€ sur PS4. Autant dire que sur PC, ça vaut rien. Et le fun est instantané et on comprend tout de suite et tu peux jouer facilement avec n'importe qui, n'importe quel âge. Moi j'ai fait jouer mes beaux-parents, on a bien rigolé. Moi j'ai joué avec mes belles-filles, on s'est jamais autant engueulé que là-dessus, mais par contre on a adoré, quoi. C'est incroyable. N'importe qui oubliera un plat en train de brûler parce que alors qu'il était prêt à servir, c'est l'engueulade assurée. Le seul reproche que j'ai à faire, c'est que je trouve que le 2 apporte pas grand chose.
C'est une extension. C'est un plus, ouais, c'est un plus. Mais bon, et du coup, c'est pour ça que je dis, on peut prendre n'importe lequel des deux, ça marche, quoi. Ouais. Bon, tu lui conseilles quoi d'autre sinon? En ce moment, là, aujourd'hui, où on enregistre, il est gratuit sur l'Epic Game Store, mais c'est Towerfall Ascension. Tout à fait. Qui sera plus gratuit quand le podcast sera en ligne, mais c'est un jeu qu'il faut acheter, hein, parce que c'est un des meilleurs jeux de tous les temps quand on joue à 4 ou à 2. C'est plus sympa à 3 et à 4 quand même. Figure-toi, je n'y ai jamais joué. Car je n'ai pas d'amis. C'est le party game ultime. Mais alors, il n'y a pas de mode réseau, donc il faut y jouer que oui, en local. C'est ça le problème. Mais c'est vraiment un jeu d'une maîtrise pour moi, c'est le nouveau Bomberman. C'est-à-dire, c'est un jeu qui peut, dans 20 ans, tu pourrais y jouer pareil et t'éclater de la même façon qu'on peut encore jouer à Bomberman et trouver ça génial, quoi. Parce que c'est fabuleux. Le mec, c'est ceux qui ont fait Céleste, hein, derrière. Enfin, le créateur, c'est celui qui a enchaîné sur Céleste. Et c'est d'une maîtrise dans ses règles de base de gameplay. Bon, le but c'est tout bête, hein, c'est un jeu voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est un jeu de plateforme vu de côté avec des archers qui doivent tout simplement se tuer un certain nombre de fois, c'est-à-dire que le niveau démarre, on a 3 vies, et puis le dernier en vie est gagné, quoi. Et le truc, c'est que les flèches sont en nombre limité, tu dois donc les gérer, tu dois les ramasser quand elles ont atterri quelque part. Elles ont de la physique, c'est-à-dire qu'elles sont pas en tir direct tout droit, elles sont en tir en cloche. Tu peux te faire tuer par ta propre flèche, et ça arrive très souvent, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a des bonus qui font que t'as des flèches explosives, enfin voilà. Et plus les niveaux qui sont très dynamiques, avec des portails, des monstres qui apparaissent. Enfin, c'est vraiment un jeu qui est qui y a jamais de temps mort, et c'est vraiment fabuleux, quoi. Et il y a une vraie phase d'apprentissage et de progression. C'est-à-dire, c'est un jeu où tu vas vraiment devenir très fort avec le temps. Ouais, tu vas devenir compétitif sur ce jeu-là. Ouais. Oui, alors, tout à fait. Ouais, ok. Alors moi, ce que je propose aussi, un peu dans le même style, où là, c'est vraiment du chacun pour soi, c'est Ultimate Chicken Horse. Alors, avec le titre déjà, le poulet cheval ultime. En gros, alors, le but du jeu, c'est un jeu en 2D vu de côté, où on va jouer chacun un personnage. Donc ça peut être un poulet... je sais plus ce qu'il y a encore, une grenouille ou je sais pas quoi, un caméléon, enfin bref. Et en fait, le but, c'est d'atteindre un point d'arrivée, un drapeau. Et pour atteindre en fait le drapeau, on peut mettre des objets qui sont à chaque partie aléatoires et par manche. Donc ça peut être des plateformes, ça peut être des trampolines, etc. Mais il va y aussi avoir des pièges, donc de la colle, des pics qui sortent du sol, etc. Et donc en fait, à chaque manche, on va rajouter des choses, ce qui va rendre le niveau de plus en plus difficile, et on peut mettre des trucs pour essayer de piéger les autres, etc. Donc ça devient très vite le bordel, ça peut jouer jusqu'à 4. On peut jouer en ligne. Moi j'ai pris des fous rires là-dessus, ça devient n'importe quoi, parce que en fait une espèce d'escalade à rendre le truc de plus en plus dur, parce que tu veux pas que les autres gagnent, mais en même temps les autres non plus. Donc en fait ça rêve presque au statu quo où personne n'arrive à finir le niveau, et ça finit à celui qui a le plus de points et qui a réussi à aller quand même arriver à la fin. C'est super drôle, ça coûte pas très cher non plus, c'est un jeu qui est souvent en solde, ça coûte même pas une dizaine d'euros. C'est vraiment super fun. Voilà, il y a plein de niveaux qui vont rajouter des trous, des cascades, etc. Il y a plein de pièges super sympas, genre par exemple le trou noir, ça c'est par exemple qui aspire les joueurs à proximité. Tu vas avoir des palais de hockey, c'est complètement loufoque, hein, donc voilà. Moi c'est un petit jeu qui apéritif qui marche bien aussi. Alors ça n'a pas la précision effectivement du précédent que tu citais, mais ça reste bien fun quand même. Ouais, mais c'est un jeu foutraque et fun. C'est pas grave. Voilà, c'est le jeu. C'est bien de l'avoir dans sa collection, parce que quand tu as des potes à la maison, des amis ou de la famille, tu peux y jouer rapidement, tu comprends facilement les règles, et les objets que tu peux mettre, même si tu sais pas à quoi ça sert, tu essayes. Et tu peux faire des trucs improbables, comme par exemple mettre de la colle sur une plateforme qui tourne, et puis avec la colle, tu vas remettre un autre objet qui va tourner avec la plateforme en même temps, tu vois. Oui, non mais... Ouais. C'est des jeux créatifs, quoi. Voilà, exactement. Et quoi d'autre, sinon ? Alors sinon, on va en reparler juste après, je spoil pas la suite du podcast, mais presque. Moi, c'est Pikuniku, c'est un jeu que j'ai adoré en début d'année. Alors là, c'est pas pour jouer avec des amis, il y a un mode coop, mais c'est plus anecdotique, mais c'est un jeu extrêmement rafraîchissant. Parle-en maintenant, après tout. Que j'ai fait... Ouais, c'est mon jeu de l'année en fait. Je l'ai fait parce que c'est un jeu qui m'a généré des souvenirs comme pas beaucoup de jeux le font.
c'est un jeu à l'humour complètement absurde où tu diriges une petite créature qui se réveille dans une grotte et dont tout le monde a peur C'est et super. tu sais pas pourquoi et t'arrives dans un monde dystopique où une société distribue de l'argent gratuit aux habitants pour avoir le droit d'exploiter les ressources et détruire l'environnement, quoi. Et toi, tu diriges une petite créature qui a pas de bras, qui a ses 2 yeux sur une boule rouge avec 2 pieds, et tu avances, et c'est un jeu de plateforme avec un peu d'énigmes de physique. D'un point de vue gameplay, c'est pas la force du jeu, c'est sympa, mais voilà, c'est des petites énigmes et ce genre de choses, mais ça révolutionne pas le genre. Par contre, c'est un jeu avec une couche d'humour absurde incroyable, mais pas débile. T'es pas dans l'humour gras ni quoi que ce soit, non, t'es dans juste l'humour absurde. Et ça marche vraiment fort. J'ai rigolé de bon cœur sur ce jeu plusieurs fois. C'est un jeu que j'ai fait avec ma fille qui avait 3 ans à ce moment-là sur les genoux. Et elle a rigolé avec moi, et même si elle comprenait pas la même chose que moi. Donc voilà, pour tout ça, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré, quoi. Et je le conseille, il est en solde tout le temps, il est pas cher. Ça dure 2 heures, 3 heures, c'est pas la plus longue expérience du monde, mais c'est tellement rare de rigoler de bon cœur dans un jeu vidéo que rien que pour ça, j'en ai fait mon jeu de l'année, quoi. Ah, d'accord, bon, écoute, super. Allez, moi je vais en donner un dernier pour la route. Tricky Tower. Petit jeu sympathique en fait, qui est une sorte de Tetris en fait, en multi local ou en ligne. Où en gros, en fait, on bloque, c'est des briques qui tombent, jouées par des petits sorciers. Et en fait, le but c'est d'atteindre en fait une certaine hauteur. Donc voilà, comme son nom l'indique, hein, c'est tricky et c'est des tours. Et il y a différents types de modes de jeu. Voilà, c'est super bien joué Tom pour cette description bien précise du jeu. Donc en fait, c'est des blocs à la Tetris qui tombent. Sauf que bien sûr, il y a plein de bonus et de malus. Par exemple, des bonus qui vont permettre en gros de un peu cimenter les briques pour permettre que ça tienne. Balancer des malus qui vont faire que, par exemple, chez le voisin, les briques vont devenir énormes et du coup, ça va être encore plus instable. Et donc, il faut monter le plus haut possible et forcément, ça peut tomber, ça peut basculer. Il y a des modes de jeu où en fait, il ne faut pas dépasser une certaine hauteur, donc il faut essayer de embriquer le plus possible en dessous de cette limite. Et celui qui a fait le plus de briques avant de toucher la limite qui gagne. C'est super simple à comprendre. Ça coûte pareil, ça coûte rien du tout. C'est même pas une dizaine d'euros. Peut-être, voilà. C'est pas très cher souvent le SOD. C'est du fun immédiat aussi. Il y a moyen de bien se marrer aussi. Donc, Complètement, puis c'est le genre de jeu, tu vois quelqu'un jouer, allez, 20 secondes, t'as compris le principe et tu sais que tu vas t'amuser, quoi. Voilà, c'est du Tetris en mode fun, quoi. Donc c'est vraiment cool à jouer. Et voilà, n'importe qui peut y jouer tout de suite. Il n'y a pas besoin d'être un expert, etc. Et tu peux faire n'importe quoi, ça marche et tu rigoles, quoi. Bon, écoute, ça me paraît peut-être quoi t'amuser pour Noël là, avec tout ça, quand même, je pense. Ah oui, largement, oui. Bon, écoute, là, vu que c'est la fin de la décennie, on va faire un peu nos meilleurs et nos pires jeux des années 2010. Alors, quand je dis, surtout les meilleurs, bon, ça paraît évident, et nos pires jeux, c'est pas forcément les plus mauvais jeux, hein. C'est nos jeux dans lesquels on a eu les plus mauvaises expériences, pour nous, c'est pas du tout passé. Alors, écoute, je te laisse la parole. Hein. Ton meilleur jeu. Mon meilleur jeu, c'est Don't Starve. C'est ce que je t'ai parlé, mais c'est pareil, alors c'est très, très personnel comme avis, mais c'est un jeu que j'ai trouvé d'une cohérence incroyable dans sa proposition, et c'est un vrai jeu systémique, quoi, où tout a une utilité, tout s'imbrique. C'est un jeu qui te dit rien et qui te laisse découvrir les mécaniques tout seul. Donc c'est vraiment, il est jusqu'au boutiste dans sa démarche, et il est vraiment... J'y ai passé 200 heures je l'ai acheté plusieurs fois sur plusieurs consoles pour pouvoir y jouer en portable à l'époque, etc. J'ai failli me le racheter sur Switch une 3e fois. C'est vraiment ça a été un pied énorme, alors que je suis très mauvais dessus en plus. C'est pas typiquement le genre de jeu, mais je pense que c'est pour ça. Simple, moi, ma compagne qui aime bien les jeux vidéo mais qui n'y joue très peu, Don't Starve, déjà elle a été attirée par l'esthétique, la direction artistique du jeu, et en plus effectivement par cette facilité de pouvoir faire des choses sans trop savoir ce que ça va donner, et juste à pouvoir essayer. C'est un super jeu, un jeu de chez Clay, là bravo les mecs. Oui, c'est vraiment une vraie perle, et un truc qui même après 100 heures de jeu, tu peux encore découvrir des choses que t'avais pas vues et que t'avais pas compris, et c'est hallucinant, quoi. Alors que esthétiquement c'est un jeu qui semble simple. Quand tu le vois, tu te dis, c'est un petit jeu de collecte de ressources en vue de dessus,
Et non, tout s'imbrique, il y a rien qui est gratuit ou qui est là pour faire beau, quoi. Tout est exploitable, tout a une logique. Et c'est vraiment un jeu Et en plus, majeur. Et il d'un est point de vue maintenu. esthétique, comme tu disais, il est magnifique. Et il est maintenu. Il y a encore un add-on qui est sorti cette année, en 2019. Et qui... Non, c'est vraiment un jeu extraordinaire. Et la partie Don't Start Together, en multijoueur, qui est fabuleuse aussi. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de... Voilà. Ouais, ton jeu. Ça a été mon jeu de la décennie, quoi. Et toi? Alors, moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, alors, au début, j'ai eu une réponse un peu facile, c'est de dire, Final Fantasy XIV, hein, j'y joue depuis que le jeu est sorti, mais c'est trop facile parce que, bon, après tout, il y a des certains contenus que j'ai pas accroché, autant je suis en extase devant le dernier DLC, Shadowbringers, autant il y a d'autres que j'étais beaucoup moins fan, donc il y a des périodes où j'ai joué ou j'ai pas joué, donc non, finalement, c'est pas ça. Et après, c'est ce jeu entre deux jeux. J'ai failli choisir Borderlands 2 parce qu'on y a déjà joué beaucoup et j'ai joué énormément. Voilà, le jeu a énormément apporté en termes de FPS, de loot, multi en coop. Et en fait, j'ai décidé de prendre un jeu pareil comme toi, un jeu indé. Ça sera FTL de Subset Game. Parce que FTL, c'est les meilleurs 3€ de ma vie. Ce jeu est incroyable, quoi. C'est le jeu où je peux retomber dedans et refaire 2-3 runs et toujours autant m'amuser dedans. Alors FTL, voilà, c'est un roguelike. C'est un jeu... Ouais, puis FTL, c'est un jeu où tu peux rien enlever ou rien rajouter. Tout si est parfait. Tu fais l'un des deux, ça casse tout, quoi. Voilà. C'est incroyable. C'est un roguelike d'exploration spatiale où on saute de zone en zone, où on va tomber sur aléatoirement des combats, des choix, peut-être avoir des ressources ou rien. Et le but est d'arriver à la fin pour affronter le vaisseau de la fédération, enfin de façon des rebelles. Toi, tu joues la fédération, qui sont les gentils. Et en fait, c'est assez moche visuellement, même si maintenant je trouve que finalement c'est pas si mal avec le recul. Et en fait, tu y joues et tu peux y rejouer, y rejouer. Il y a tellement de profondeur de jeu en termes d'armes, de situations, où tu peux faire des runs où tu arrives à la fin et tu dis c'est bon, je vais gagner, je vais être très bien. Et finalement, sur une erreur, sur un mauvais choix, tu peux tout perdre. En fait, c'est la définition du roguelike pour moi. On peut pas mieux faire que ça. Ouais, et puis t'as une profondeur tactique qui est incroyable sur les combats. Enfin, c'est Star Trek, le jeu, quoi, non officiel. Mais il te donne vraiment cette impression-là. Et c'était une proposition qu'on n'avait jamais eue, en plus. Voilà. Un jeu incroyable, quoi. Voilà, incroyable. La musique de Ben Prunty qui est incroyable, qui moi me sert tout le temps pour le bureau quand j'ai besoin de me concentrer. La possibilité de jouer avec différentes races dans équipage qui ont chacun leur bonus et malus. Enfin, c'est un jeu incroyable qui coûte rien. Franchement, celui-là, j'ai beaucoup hésité. Hein. J'ai réfléchi à tous les jeux que j'ai joués, qu'est-ce qui m'a plus marqué, mais dans les jeux auxquels je joue régulièrement et je suis capable de retomber dedans, c'est le seul. Voilà, FTL. Ouais, je comprends. Voilà. Ouais, mais je te comprends tout à fait. C'est un jeu sur lequel, pareil, je l'ai jamais désinstallé et je pense que je suis pas prêt de le faire, quoi. Je dis pas que j'y joue tout le temps, mais je relance régulièrement une partie et je me dis ah ouais. Et en plus, il coûte rien. Mais non, ça fait non. Voilà. C'est ça. Donc je joue à FTL. Et alors sinon, ta pire expérience de la décennie? Ma pire expérience de la décennie. Alors bon, en plus on est plutôt des joueurs avertis. On évite quand même les grosses daubes où en général quand on les prend c'est en toute connaissance de cause. Moi il y en a quand même un que j'ai acheté malgré tous les avis négatifs. C'était Resident Evil 6. Parce que Resident Evil 6, il faut bien comprendre que moi j'avais fait le 5 à l'époque, j'étais en colocation, donc ça remonte il y a très longtemps, avec un de mes meilleurs amis, et on s'était éclaté, et le 5 on l'avait fait mais des dizaines de fois, quoi. Enfin, c'est un jeu que je connaissais par cœur, qui est pas parfait du tout, hein, et je trouve qu'il est très très mal vieilli. Tu me l'as fait acheter pour qu'on le fasse ensemble d'ailleurs. C'est vrai, c'est sûrement, ouais. Et c'est un truc, enfin voilà, c'était une expérience coop géniale, quoi. Et on s'est dit, le 6, ok, il est tout pourri, il se prend des mauvaises notes, mais on va le faire en coop, c'est pas grave, ça va passer, quoi. Il y a des jeux comme ça qui sont pas terribles, tu les fais en coop et tu peux te passer un bon moment. Hein. Ah je sais, j'ai fait les Army of Two, hein, donc voilà, ne serait-ce que ça, si tu veux un jeu complètement médiocre, mais qui en coop passe, voilà. Sauf que là, RE6, même en coop, c'est pas possible, quoi. Enfin, y a rien qui va dans ce jeu. Il y a... Les scénarios des Resident Evil ont toujours été débiles, mais à ce point-là, t'as l'impression de regarder un nanar en permanence. Dès qu'ils ouvrent la bouche, t'as envie de les taper.
Enfin, il y a rien qui va. Je crois, on a réussi à faire. Le jeu est divisé en 4 parties. On en a fait 2 et on n'a jamais fait la suite, quoi. On n'a pas pu se motiver à faire les 2 dernières tellement c'était laborieux et une purge de le faire, quoi. Mais tu l'avais dit la dernière fois, hein, c'est ce jeu, et grâce à ce jeu-là que la série a été reboot et qu'on a un set de qualité. Hein. Oui. Enfin bon. Donc, merci Resident Evil 6. Ouais, merci Resident Evil 6. Enfin bon, là, tu vois, en l'occurrence, vraiment, quelle purge. Je pense que mais le truc, c'est que ça pourrait être drôle, mais en plus, moi, on a eu des bugs. Tu vois, des problèmes des synchros, de connexion perdue qui te faisaient repasser en boucle le même passage, parce qu'ils ont eu la grande idée géniale de faire du QTE en coop, quoi. Et s'il y en a un des deux qui se rate, ou si t'as un problème de connexion à ce moment-là, tu recommences le passage en boucle. Enfin, voilà, ça n'allait pas, ce jeu n'allait pas, et c'était une catastrophe. Et voilà. Donc ça a été ma pire expérience de la décennie, largement. Voilà. Ok. Et toi ? Alors moi, je vais peut-être me faire des amis à ce coup-là. Enfin, c'est pas un mauvais jeu en soi. C'est plutôt un bon jeu en fait. Et c'est un jeu qu'on m'a vendu. Mon frère et 2 amis aussi m'ont dit c'est le jeu que tu dois acheter. Tu vas pour moi, on y joue depuis des centaines d'heures. Je sais plus. Je crois que j'ai un ami qui a joué 800 heures. Je crois que mon frère il a joué 500 heures. Tu vois, quand t'as des gens comme ça qui te disent et qui te vendent le jeu comme ça autour d'une bière, qui te disent ouais, tu peux faire ci, etc. C'est incroyable, l'histoire, les musiques, l'univers, c'est génial. Tu finis par les croire, ça. Et des fois, c'est une erreur. Des fois, c'est une erreur. Des fois, il faut se fier à son propre avis, se dire, faut pas se laisser influencer et se dire, ah, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que ce jeu c'est pour moi. Alors qu'en fait, il est pas du tout pour toi. Et c'est un jeu que je déteste, que je trouve horrible. Et ce jeu, c'est Skyrim. Alors, vu comment il s'est vendu et qu'il est sorti sur toutes les plateformes, PlayStation, Xbox, Game Boy, boîte de vache Kiri, tout ce que tu veux, ouais, le jeu il est bien. Mais alors, franchement, quand je l'ai lancé et j'ai commencé à y jouer, je me suis dit, mais j'ai l'impression de rejouer à Morrowind, quoi, mais c'est pas. Mais en moderne, et c'était horrible pour moi. Mais c'est marrant parce que tu décris exactement mon sentiment. Moi, j'avais joué à Daggerfall à l'époque, beaucoup. Donc ça remonte à vraiment longtemps. À jadis. Morrowind, j'y avais, je pense pas l'avoir fini. C'était déjà des jeux qui étaient trop cassés pour moi. En fait, tu sais, c'est quand comme je disais, c'est-à-dire que tu me proposes un truc un peu réaliste en termes de graphisme, etc., mais que il y a plein de trucs qui te font sortir en permanence, qui te rappellent que c'est un jeu vidéo. Moi, c'est des choses que j'ai du mal. Et Morrowind, déjà, avec les mecs qui avaient un balai dans le fondement tout le temps, c'était ça. Et Skyrim, j'ai eu le même problème. Hein. Moi, je sais que c'est un jeu sur lequel je l'ai acheté, comme toi, en solde, et j'ai pas pu y jouer. Alors, j'y arrive pas. Non, mais moi, tu vois, autant Morrowind, je peux remettre dans le contexte d'Xbox et je veux même pas le revoir parce que je sais que les effets sont horribles, et j'ai pas envie de le revoir. J'ai passé un bon moment, tu vois, donc j'avais joué aussi un petit peu à Oblivion. Donc, bon, en toute logique, j'aurais pu Skyrim, ça aurait pu être ma cam. Mais en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout. Le jeu, enfin, je l'ai lancé, déjà, j'ai trouvé ça moche. J'ai trouvé l'interface, mais la pire interface du monde. Les combats approximatifs, j'ai l'impression de je me dis, mais est-ce que je l'ai touché, est-ce que je l'ai pas touché, etc. Enfin, les hitbox étaient très bizarres. Alors, l'histoire, je dis mais qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois, l'open world, etc. Qu'est-ce que je fais, enfin bref, je suis impossible de rentrer dedans et pourtant j'étais parti plutôt avec un bon a priori parce que étonnamment, c'est-à-dire on me l'a tellement bien vendu. Et alors après quand j'en ai parlé à l'époque sous Skype en disant ouais je comprends pas, enfin je vois pas où est-ce que vous trouvez ça génial, c'est dégueulasse ce jeu. Et alors là la réponse que 2 m'ont donné, enfin mais 3 d'ailleurs m'ont donné, et je pense que mon frère quand il écoutera ce podcast va se reconnaître, me dire ah mais tu joues avec la version native, mais non, tu dois installer des mods. Et là, il y en a un, il m'a sorti une liste de mods qu'il veut que j'installe et qui m'a envoyé sur un site avec le tutoriel. Et je lui dis, mais attends, c'est un jeu Ikea le truc là. Il faut en gros. Complètement. Et genre, et je suis sûr qu'à la fin, il va me rester des pièces quoi. J'aurai des vis sans trou quoi pour ce jeu quoi. C'est genre, mais oui, mais non, mais si tu joues avec le jeu natif, c'est sûr, c'est nul quoi. What? Non, mais alors voilà, moi je sais que j'ai essayé de m'accrocher sur la version de standard, tu vois, pour voir. Et comme toi, l'interface, les graphismes, il n'y a rien qui allait, quoi. Et donc, moi, j'avais eu la patience, j'avais compilé comme ça quelques modes pour moi, mais bon, puis au bout d'un moment, t'as un jeu qui est pas stable et qui plante, mais j'y ai pas joué beaucoup. Hein. Non, mais même se dire qu'en gros, tu joues à un jeu, mais t'es obligé de le modder
Ouais, rajouter 5, 6, 10 modes, etc. En plus, il y a des trucs qui marchent pas, qu'il faut mettre à jour. Enfin, non. Enfin bref, ça c'est vraiment ma pire expérience de la décennie. Je veux dire, le jeu, on me l'a vendu comme si c'était le titre à jouer absolument, etc. Et je savais qu'effectivement, il y avait quelque chose derrière et que je suis passé à côté. Voilà. Je sais que c'est un bon jeu, qu'il y a plein de trucs à découvrir dedans. Mais alors, non. Alors, c'est... voilà, je sais même pas tellement pareil. J'ai envie de le vomir, ce jeu, je ne le supporte pas, quoi. C'est... Voilà. Alors, moi je trouve qu'il y a des beaux panoramas par moment. Oui, mais il y a des trucs, voilà, mais bon, si je veux voir des beaux panoramas, c'est bon, je sors de chez moi et je vais en voir. Hein, ça sera gratuit. Hein. Non, mais bon. Je vois ce que tu veux dire. Non, mais je sais, j'ai à peu près le même ressenti. Hein. Moi, les combats au corps à corps, de toute façon, dans ce genre de jeu, je peux pas. J'y arrive pas, ça me rend fou. Donc bon. Non, mais c'est un jeu qui est culte pour énormément de gens. Et c'est pas ma cam. Ouais, non, moi aussi, ça m'échappe un peu. C'est pour ça qu'il y a des jeux, par exemple, Divinity 2, tu vois, j'ai envie d'y jouer. Mais j'ai peur d'y jouer parce que je me dis, ça se trouve, je vais pas aimer, quoi. Ça se trouve, je vais le détester et j'ai pas envie de détester. Je sais, un jeu qui est un grand jeu, tu vois. Donc. Bon, moi, de toute façon, j'aime pas les RPG, donc... oui, non, mais moi, ça tu vois, il y a des jeux comme Witcher 3, comme on avait parlé il y a très longtemps dans le podcast, c'est un jeu que j'adore, etc. Enfin, pour moi, c'est un jeu culte. Mes jeux favoris maintenant, d'ailleurs, j'aurais pu citer dans probablement un de mes meilleurs jeux de la décennie, sans problème, d'ailleurs, j'y avais pensé. Mais voilà, il y a certains... Surtout sur les gros RPG, en fait, j'appréhende un peu parce que j'ai peur de ne pas aimer, alors que tout le monde me dit que c'est génial. Par exemple, tu vois... Disco Elysium. Voilà, par exemple, tout le monde dit c'est trop bien, l'écriture est géniale, etc. Moi, j'ai peur de dire de me retrouver dans des pavés de texte avec Ave César. Et, ceux qui vont pas te lire te saluent, tu vois. Dans le cas de Disco Elysium, je pense pas, mais voilà, je reste. De toute façon, je sais que j'aurai pas la concentration nécessaire pour traduire. Et bordel, ici, c'est pas le temps de jouer, quoi. C'est ça. Donc, c'est exactement ça. FTL ou Into the Breach, finalement, c'est vachement bien. Ah bah FTL, Into the Breach, oui, c'est des jeux où tu peux jouer 10 minutes, 15 minutes, faire un run, et puis c'est fini, t'as pas de souvenir d'où tu viens et ce que tu faisais. C'est des jeux vraiment compatibles, pas le temps de jouer. Ah bon, on est d'accord. C'est vraiment le meilleur exemple. Bon, écoute, je pense qu'on va conclure sur ça, et j'ai quand même une chose à dire avant, parce que je vais essayer de monter cet épisode. Il sera monté avant Noël, je le promets, je m'engage à ce qu'il sorte avant Noël. C'est les soldes. C'est les soldes sur Steam. C'est les soldes partout. Alors, donc allez-y, il y a plein de super promos. Sur l'Epic Game Store, d'ailleurs, on le retweet tous les jours. Il y a des jeux gratuits et des jeux super. Donc voilà, n'hésitez pas à lancer votre Epic Game Store tous les jours juste pour récupérer les jeux parce qu'il y aura des trucs super à récupérer. Donc profitez-en, et si vous n'avez pas fait vos derniers cadeaux, j'ai envie de dire, profitez-en, quoi. Ouais, si vous avez des gens qui ont des connexions Steam, enfin... Il faut pas hésiter, il y a des trucs vraiment incroyables, quoi. Comme je disais, il y a encore A Plague Tale à moins 50%. Ouais, j'hésite encore à le prendre, je vais le prendre, je pense. Ouais, là il est sur GOG, Steam, il est partout encore une fois à moins 50, quoi. Donc, bon, voilà, il n'y a plus d'excuses. Bon, écoute, j'ai envie de te dire à l'année prochaine. Hein. Ah non, c'est nul ça comme blague. Ah pardon, je la couperai au montage. La prochaine fois, tu me fais quoi ? Tu me fais ma bonne résolution 6280 ? Ah non, là, c'est la 8K. Mais ici, c'est le podcast de l'humour, hein, ça ici. Oui, de l'humour fin et décomplexé. Ouais, écoute, sur ces magnifiques blagues, écoute, je te souhaite une bonne journée à tout le monde. On se retrouve l'année prochaine, effectivement, sur l'épisode de janvier, dans un mois. Je sais pas du tout de quoi je vais parler, j'ai plein de jeux à faire, j'en aurai probablement à Noël, donc on verra. Ouais, moi non plus je sais pas du tout de quoi je vais parler, et vu ce que je joue en ce moment, j'ai pas envie d'en parler, c'est pas bon, donc on verra. Moi j'ai un deux trucs sous le coude là, puis j'ai envie de jouer à Death Stranding, donc... Ouais, alors c'est le jeu pareil, tu vois, je disais juste avant, petit aparté encore avant de conclure, mais c'est comme certains jeux où j'ai envie d'y jouer, mais j'ai peur d'y jouer parce que je me dis que je vais peut-être passer à quelque chose que tout le monde trouve incroyable ou que tout le monde déteste, et j'ai peur d'être dans le camp des jeux qui détestent, tu vois. Ouais, c'est... Ouais, faut assumer. Il y a des trucs qui sont... Tu peux reconnaître le côté brillant d'un truc sans l'apprécier. N'empêche qu'on s'était moqué, je m'étais moqué de Kojima en disant il va être sympa son prochain film, mais visiblement il a aussi un truc... assez unique visiblement, donc ouais, je suis curieux. Alors moi je suis à l'abri de la tentation, j'ai pas de PS4, donc voilà, mais je sais qu'il va sortir dans 6 mois sur PC, on verra bien. Voilà, donc écoute, moi je suis très curieux, j'ai bien envie d'y jouer. Peut-être que ça me plaira pas ou pas, mais je pense que c'est une expérience à tenter, donc
Peut-être que je l'aurai sous mon sapin le 25 au matin, on verra si le Papa Noël a été sympa. Bon, allez, sur ça, je vous dis tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée ou une bonne nuit en fonction de laquelle vous écoutez, ou une bonne route, même si vous écoutez en voiture. On se dit à la prochaine fois. N'hésitez pas à nous partager si ça vous a plu. Ouais, partagez-nous. Écoutez, on sait qu'on paye pas de mine, notre petit podcast, c'est pas grand-chose, on fait ça pour s'amuser. Mais voilà, si vous appréciez, profitez-en. Ça nous fera plaisir, et puis n'hésitez pas à nous le dire. Et puis s'il y a des trucs qui vont pas, n'hésitez pas aussi à nous le dire. Bon, c'est juste pour dire qu'on pue la merde, y a pas de problème. Ça. On accepte la critique, on assume. Voilà, on assume, y a qu'à voir les blagues. Bon allez, Salut. Allez, à plus. Ciao.